People are suffering. People are dying. Entire ecosystems are collapsing. We are in the beginning of a mass extinction, and all you can talk about is money and fairy tales of eternal economic growth. How dare you? Greta n'est pas la seule à être en colère contre les décideurs de ce monde. Nombreux et nombreuses sont celles et ceux qui ressentent une impuissance, une tristesse, à l'égard du cataclysme environnemental qui s'annonce. Le réchauffement climatique, l'érosion de la biodiversité et l'épuisement des ressources en eau apparaissent comme les symptômes d'une maladie incurable qui touche notre planète et ses habitants. Selon une étude de 2021 portant sur 10 pays, 59% des jeunes de 16 à 25 ans en seraient très inquiets, tandis que 45% déclarent que l'éco-anxiété affecte leur vie quotidienne. 2,5 millions de personnes en France souffriraient de cette déprime verte, de cette angoisse chronique face aux catastrophes écologiques annoncées. Ils seraient majoritairement urbains, jeunes, éduqués, à éprouver une forme de détresse psychologique face à la prise de conscience des impacts du dérèglement climatique et des problèmes environnementaux qui en découlent. Informés et lucides, trop peut-être, les éco-anxieux traversent souvent une crise existentielle due au sentiment d'impuissance face à l'ampleur de la tâche. Malgré qu'ils aient modifié leur mode de vie, cessant d'acheter des vêtements, ne mangeant plus ou que peu de viande, limitant les voyages en avion, ils en arrivent parfois à se sentir dépassés et découragés, culpabilisent de leur comportement fautif passé et de leur incapacité à en faire davantage. Cette peur de l'avenir, de l'inconnu, peut aller jusqu'au burn-out du colibri, des mots d'une éco-anxieuse qui a témoigné pour Arte. Mais l'éco-anxiété n'est pas nécessairement paralysante. Comme toute peur qui se respecte, elle peut aussi constituer un puissant moteur de changement et provoquer une quête de sens qui aboutira à une transformation profonde vers un mode de vie plus responsable. Gabrielle, l'anti-héroïne de cet épisode, a fait de son éco-anxiété un carburant propre qui l'a conduite à changer de vie. Elle nous raconte son parcours et son engagement pour la cause de l'environnement. Bienvenue dans Anti-héroïne, votre podcast qui décortique les peurs ordinaires. Bonjour Gabrielle, bienvenue dans Anti-héroïne. Bonjour. Alors j'ai cru comprendre que tu t'étais récemment reconvertie professionnellement dans un autre domaine et j'ai envie de te demander pourquoi tu as entrepris cette démarche et est-ce que le changement a pu te faire peur ? Alors pourquoi j'ai entrepris cette démarche ? Parce que j'étais arrivée à un moment dans ma vie où j'ai senti un énorme décalage entre mes valeurs intrinsèques, qui étaient en vrai assez naissantes, ou en tout cas j'en avais pas pris conscience avant dans ma vie de ces valeurs-là. Et donc il y avait un décalage entre ces valeurs que j'avais, écologiques, et ce que je faisais au quotidien dans mon travail. Il y avait une vraie dissonance cognitive entre les deux, et c'est ce qui m'a poussée à me reconvertir. Je ressentais que j'avais besoin de contribuer à quelque chose de plus grand et d'avoir un impact positif en fait sur l'environnement. Et ça t'a pas fait peur ? Si, bien sûr, ça m'a fait très très peur. Ouais. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai mis beaucoup de temps avant de faire cette reconversion, parce que entre le moment où j'ai commencé à y penser, ou plutôt que j'ai pris conscience que j'avais ce besoin-là, donc d'autres m'ont fait prendre conscience que j'avais ce besoin-là, que je l'accepte et que je passe à l'acte, il s'est passé 2 bonnes années. Plus généralement, qu'est-ce qui te fait peur dans la vie ? Il y a beaucoup de choses qui me font peur. Ce qui me vient en premier, parce que c'est les peurs un peu classiques, je dirais, c'est la peur des araignées. Ah oui ? Ouais. J'ai vraiment une grande phobie des araignées. Donc l'arachnophobie. L'arachnophobie, exactement. Ça, c'est une des grandes peurs que j'ai, qui m'embête beaucoup au quotidien, puisque j'habite dans une maison et que donc il y a beaucoup d'araignées, et des grosses. Voilà, donc ça c'est une des... Velues. Voilà, des grosses velues poilues avec des grandes pattes. Donc ça c'est une de mes peurs.
Après, j'ai peur du changement. Enfin, pas du changement, j'ai peur de l'inconnu, je dirais plutôt. Ce qui fait que justement, je mets beaucoup de temps avant de changer les choses que j'ai besoin de changer dans ma vie, parce que j'ai vraiment peur de l'inconnu. On sait ce qu'on laisse, mais on ne sait pas ce qu'on va retrouver. Tout à fait. Et j'ai aussi peur du jugement des autres. Et de mon propre jugement peut-être, parce que je m'auto-juge beaucoup. Qu'est-ce que l'éco-anxiété pour toi ? Comment est-ce que tu la définirais et est-ce que tu te sens concernée ? L'éco-anxiété, pour moi, c'est le fait d'avoir pris conscience des problématiques écologiques. Et du coup, une fois qu'on en a conscience, d'être anxieux par rapport à ça, parce qu'on se rend compte que de tout le mal qu'on fait à la planète et du coup qu'on fait à nous-mêmes, puisqu'on est sur cette planète et on est en train de s'autodétruire, en fait. Pour moi, l'éco-anxiété, c'est vraiment... c'est comme le film Matrix. On a pris la pilule, je sais plus si c'est la bleue ou la rouge, mais Oui, j'ai oublié, moi aussi. c'est la rouge. Voilà, j'ai pris la pilule rouge et maintenant que je l'ai avalée et que j'ai vu qu'on était dans une matrice, je peux pas revenir en arrière et je peux plus fermer les yeux et continuer ma vie comme avant. Pour moi, c'est ça l'éco-anxiété, c'est prendre conscience de tous ces enjeux-là et ne pas pouvoir revenir en arrière et du coup devoir vivre avec et soit mal le vivre, soit décider de faire quelque chose. Et donc, tu te sens concernée ? Oui, je me sens tout à fait concernée. Moi, j'ai eu ce déclic écologique, comme on dit, avec la naissance de mon fils. J'ai un petit garçon de 5 ans. Et en fait, quand j'étais enceinte, j'ai commencé à me renseigner sur ma santé à la base. Plutôt, voilà, comment il fallait que je m'alimente, comment il fallait que je prenne soin de mon corps pour m'assurer d'avoir un enfant en bonne santé. Et donc, j'ai commencé à lire pas mal. Et de fil en aiguille, ces lectures m'ont amenée vers le sujet de l'écologie sans que ce soit mon intention, en fait. Mais parce qu'en fait, quand on nous dit il faut manger bio parce que c'est bon pour la santé, c'est aussi bon pour l'environnement. Et en fait, il y a plein de conseils qu'on nous donne dans la santé où en fait on dit accessoirement c'est aussi bon pour l'environnement. Oui, c'est accessoirement. Oui, mais à force de voir c'est aussi bon pour l'environnement un peu partout, ça m'a un peu intriguée et donc je suis allée creuser ces aspects-là. Et en fait, c'est là où j'ai commencé à découvrir un peu tout. Parce que tout le monde parle de l'environnement, la planète, etc. Mais sans vraiment... Voilà, moi, en tout cas, c'était ça avant. Quand on disait les écolos, les végétariens. Voilà, c'était vraiment des gens, pour moi, qui avaient des convictions, mais j'étais jamais allée creuser ce sujet-là. Ça m'avait jamais touchée de près. Et là, avec ces lectures, je me suis dit, mais en fait, c'est un sujet qui revient tout le temps. Pourquoi ? Donc je suis allée chercher plus d'informations et c'est là que j'ai découvert l'ampleur de la situation et que je me suis pris une énorme claque. Et voilà, ça a été mon déclic écologique, la conception en tout cas, de mon fils. Petite pause avant d'entrer dans le vif du sujet. L'enquête sur la peur d'Anti-Héroïne se nourrit de vos retours et des étoiles que vous donnez aux épisodes sur votre application de podcast. Alors n'hésitez pas à en mettre le plus possible et à suivre les actualités du podcast sur le compte Instagram antihéroïne.podcast. Je vous invite aussi à me proposer des sujets ou des témoignages pour de prochains épisodes. Merci pour votre soutien. Comment est-ce que tu dirais qu'elle se manifeste chez toi, l'éco-anxiété ? Alors je dirais qu'elle se manifeste dans l'action. J'ai pas envie de ressentir de l'éco-anxiété parce que justement c'est très oppressant, c'est très déprimant. Et en fait j'ai pas envie de tomber en dépression. Et pour éviter de tomber en dépression, je préfère savoir maintenant et creuser le sujet jusqu'au bout. Et justement passer à l'action et agir et contribuer. Même si je sais qu'à moi toute seule je vais pas changer... la situation, je ne vais pas sauver le monde, mais le fait d'être en mouvement et en action, ça me permet de faire taire cette éco-anxiété en fait. Je ne sais pas trop comment dire, mais ça me rassure de me dire qu'il y a des choses à faire. Et il y en a plein des choses à faire. Et encore une fois, ce n'est pas à son niveau individuel qu'on peut changer les choses, mais je me dis, au moins voilà,
je m'engage, je sais qu'il y a des solutions et j'essaie toujours de regarder le côté positif pour éviter de tomber dans cette espèce d'oppression. Enfin, je me sens vraiment, quand je pense que aux problématiques environnementales, ça me flingue. Enfin, je sais pas comment dire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de quoi se réjouir. Et puis c'est surtout, en fait, par rapport à mon fils, encore une fois, je reviens à lui parce qu'en vrai, j'ai vraiment développé cette peur par rapport à lui. Parce que ça fait peur pour soi, évidemment, mais d'imaginer que mon fils, dans son futur, même si, et même maintenant, qui rencontre toutes ces difficultés, avec la pénurie des ressources, la perte de la biodiversité, qui va faire qu'on pourra pas, je sais pas, avoir accès à la nourriture aussi facilement que c'est le cas maintenant, le réchauffement climatique. J'ai vraiment peur pour l'avenir de mon fils, encore plus que pour le mien. Mais pas dans le sens où c'est lointain, dans le sens où sa vie me tient à cœur, j'ai envie de dire, presque plus que la mienne, donc la peur est encore plus grande. Ouais. Alors, on revient un petit peu à la peur. Est-ce que tu aimes avoir peur ou te faire peur ? Et si c'est le cas, comment ? Alors, pas du tout. Ni dans un sens, ni dans l'autre. J'aime pas du tout avoir peur et j'aime pas faire peur. J'aime pas avoir peur parce que j'aime pas la sensation. Les réactions du corps quand on a peur, c'est quelque chose qui me plaît pas du tout. Et j'aime pas faire peur aux autres parce que justement, comme j'aime pas avoir peur, j'ai pas envie de faire aux autres ce que moi j'aime pas qu'on me fasse. Oui. Alors, de nombreux éco-anxieux éprouvent un sentiment de culpabilité qui parfois peut même les dépasser en fait. Est-ce que c'est ton cas ? Et si oui, comment est-ce que tu expliques ça ? J'ai un sentiment de culpabilité, oui, par rapport au fait que même si je suis consciente de tout ce qu'il faudrait faire, je suis pas parfaite dans mon mode de vie. J'essaye évidemment d'être le plus écologique possible dans mon mode de vie, mais je le suis pas à 100% et je culpabilise par rapport à ça. Parce que je sais que du coup, j'ai encore beaucoup de progrès à faire. En même temps, je sais que personne n'est parfait, mais je culpabilise beaucoup par rapport à ça. Et d'ailleurs, au début de ma démarche, quand je me suis renseignée sur le sujet, que voilà, je me suis pris ma claque, ma première réaction, ça a été « il faut absolument que tout le monde le sache ». Donc j'ai commencé à, par exemple, devenir animatrice de la fresque du climat, parce que je voulais crier sur les toits, mais vous vous rendez compte ce qu'on est en train de faire, il faut absolument qu'on arrête la surconsommation, qu'on arrête de manger de la viande, c'est une hérésie, voilà. Mais en même temps, je me suis assez vite rendu compte que j'ai mis la charrue avant les bœufs, parce que je voulais partager ça, mais en même temps, moi-même, je n'étais pas parfaite. Bien sûr. Voilà. Donc je me suis dit, arrête-toi, commence par toi-même changer ta façon de vivre, et puis après tu pourras aller convaincre les autres. Et donc c'est ce que j'ai fait, je me suis beaucoup formée sur le sujet, notamment par le biais d'un collectif qui s'appelle Edeni, et qui permet justement d'accompagner les transitions personnelles et professionnelles aussi d'ailleurs, écologiques. Et ça m'a permis et aussi parce que c'est important de montrer par l'exemple, en fait. Bien sûr. Donc, c'est encore même plus important que de chercher à convaincre. C'est quand on montre, sans dire, que dans sa vie, on a des valeurs écologiques, qu'on a un mode de vie sobre, responsable, et qu'on est heureux, c'est comme ça qu'on arrive à convaincre les autres. Oui. Donc voilà, c'est ce que j'essaie de faire. Et alors concrètement, qu'est-ce que tu as été amenée à changer dans ton mode de vie ? Alors la première chose que j'ai faite, c'était le zéro déchet. Donc commencer à faire mes courses en vrac, donc avec mes petits sacs à vrac, avoir les bocaux à la maison, faire mes produits ménagers, voilà. Après, très rapidement aussi, j'ai diminué ma consommation de viande. Et aujourd'hui, j'ai encore du mal à dire que je suis végétarienne parce que il m'arrive encore de craquer de temps en temps et de manger de la viande. Donc, encore une fois, je ne suis pas parfaite à 100%. Mais en tout cas, par exemple, à la maison, on ne cuisine plus du tout de viande et ça fait déjà 5 ans en fait. En vrai, c'est facile parce que c'est vraiment avec la naissance de mon fils, donc c'est facile à calculer. Ça nous arrive encore de manger de la viande à l'extérieur, mais je dis nous parce que du coup, j'ai mon conjoint aussi dans l'aventure. Il est sur la même ligne. Oui.
Pour revenir à la culpabilité, bah voilà, par exemple, je me sens coupable de ne pas être végane. Parce que pour moi, ce serait l'idéal, mais c'est dur, je trouve ça difficile, quoi. Il faut changer pas mal de choses, donc... Oui, puis il faut manger selon les saisons, et c'est pas... Enfin, on vit à Paris, c'est pas toujours simple. Voilà, c'est pas simple, en hiver, mais... c'est un peu triste. Après, ça développe la créativité au niveau de la cuisine et des recettes. Depuis que je cuisine végétarien, j'ai découvert plein de nouvelles... texture, entre les protéines de soja texturées, le tofu, ce genre de choses, et puis des saveurs qu'on n'a pas l'habitude d'utiliser dans notre cuisine. Donc ça, pour le coup, non, j'ai trouvé que c'était des belles découvertes, et justement, moi qui suis pas très créative en temps normal, ça m'a forcé à développer ma créativité, donc ça, c'est plutôt un point positif. Donc voilà, je dirais que c'est les premiers grands changements que j'ai fait dans ma vie, le zéro déchet et manger essayer de ne plus du tout manger de viande. Et à part ça, est-ce que tu as mis en place d'autres choses pour faire face à tes inquiétudes, face à l'avenir, notamment par rapport à ton fils, du coup ? Cette transition écologique, elle a été donc personnelle dans un premier temps. Et en fait, très rapidement, je me suis dit... c'est pas suffisant, et c'est là que j'ai ressenti cette dissonance cognitive entre ok, maintenant j'ai un mode de vie qui est pas parfait mais qui va quand même dans la bonne direction, en tout cas je suis en chemin et en bon chemin. Et de l'autre côté, je m'épuise au travail dans une multinationale qui n'a pas de... C'est pas non plus la plus horrible des entreprises, mais ça va pas non plus faire particulièrement du bien à l'environnement. Et donc j'avais vraiment besoin de contribuer au-delà de ma vie personnelle. J'avais besoin de transmettre. C'était le besoin que j'avais dès le début, mais où je m'étais mis là-haut-là en me disant commence par changer toi-même. Donc là, j'étais arrivée à l'étape où je me suis dit je me suis changée, maintenant j'ai envie de revenir à se transmettre ces valeurs-là autour de moi. Et c'est pour ça que j'ai décidé de me reconvertir et d'aller dans l'animation d'ateliers à la sensibilisation à la transition écologique. Magnifique, belle mission. East Coast, always in me, Commonwealth, Lil Jump, getting love from my city. Yeah. I roll call for the DMV. In my own lane, you could still ride with me. Yeah. Lord knows I made mistakes. You won't end, but it's too late. I don't need your support just to know I'm important. I will never sell myself short, cause I... Comment est-ce que tu penses gérer tes peurs ? Je les gère pas toujours bien, mais je dirais qu'une façon que j'ai de les gérer, c'est par l'intellectuel. Parce que je sais qu'une peur, c'est irrationnel. Justement, on a peur de l'inconnu, donc si on apprend à connaître le sujet de notre peur, on peut la réduire. Donc, typiquement avec les araignées, pour revenir à ma peur des araignées, c'était mon conjoint qui m'avait dit qu'il avait lu une étude comme quoi, par exemple, pourquoi on a peur des araignées, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur des araignées. Oui. Parce qu'apparemment, le cerveau humain, il aime pas voir autant de pattes. Parce que la plupart des choses qu'on voit, nous, on est sur 2 pattes, la plupart des animaux, c'est 4 pattes. Oui. Et on n'aime pas voir plus de pattes, parce que notre cerveau, il est un peu perturbé. Alors certes, il y a les 1000 pattes, les fourmis, etc. Mais comme c'est petit, ça nous choque pas. On les voit pas. Mais une araignée, ça a 6 pattes, et du coup, ou 8 pattes, je sais plus. Ça dépend lesquelles, non ? Ouais. Bon, en tout cas, ça en a plus que 4. Et du coup, notre cerveau, il aime pas ça. Apparemment, ce serait la raison pour laquelle on aurait peur des araignées. D'accord. Et donc, j'ai essayé de penser à ça, de rationaliser ça en me disant, cette pauvre petite araignée, elle est pas méchante, elle a rien fait de mal, elle a le droit de vivre comme n'importe qui. Surtout justement avec des valeurs écologiques, de se dire il faut protéger l'environnement. Elle fait partie de cet environnement. C'est la biodiversité, voilà. Elle n'a pas de raison de... Et donc je suis passée d'un statut où ma peur c'était tuons cette araignée à je veux pas la tuer, je veux qu'elle vive. En fait maintenant j'ai de l'empathie pour les araignées, mais j'ai quand même peur. Donc j'ai évolué dans ma peur. Mais j'ai quand même peur. Après, j'ai donc mon conjoint qui est... Donc tu les tues plus ? Alors, je les ai jamais tués moi parce que je ne veux même pas les toucher. Ouais. Donc, je missionnais quelqu'un pour les tuer. Et maintenant, je missionne quelqu'un pour les
sortir gentiment et les mettre ailleurs. Voilà. Bon, j'ai appris récemment que les araignées qu'on sort de chez soi, en fait, elles meurent parce qu'elles ont froid et elles sont pas faites pour aller dehors. Donc du coup, maintenant, donc, je sais pas si je gère bien ma peur typiquement par rapport à celle-là, parce que maintenant, je me sens super coupable quand je les sors, et c'est pas pour autant que... Bon, voilà. Donc, en tout cas, c'est ce que j'essaye de faire pour gérer mes peurs, c'est de réfléchir à la peur et de pourquoi on l'a, et voilà, de voir les choses sous un autre angle. Et comment cohabiter Quel genre d'anti-héroïne est-ce que tu serais ? Justement, je sais que je suis pas parfaite, je culpabilise par rapport à ça, mais en tout cas, je fais mon possible pour m'améliorer, et je pense que c'est en ça que je suis quand même... Enfin, je sais pas si ça répond à la question, mais pour moi, je suis plutôt une héroïne, justement, dans le sens où j'essaye en tout cas d'améliorer les choses, et que je reste pas dans... oui, t'es dans l'action. Je suis dans l'action et dans le mouvement. Est-ce qu'il y a d'autres émotions aussi que tu éprouves par rapport au changement climatique, à la dégradation de l'environnement, etc. Oui, il y a beaucoup de colère. Il y a beaucoup de colère et d'incompréhension par rapport à tous les puissants de ce monde qui savent très bien où ils nous mènent et qui font rien pour, qui font rien pour changer les choses alors qu'ils ont les clés pour le faire. Et donc ça, ouais, ça me rend en colère parce que en fait, quand on pense à ces problématiques, on pourrait se dire justement, y a rien à faire, ça nous dépasse, on pourrait être fataliste. Et moi, ce qui me met en colère, c'est qu'en fait, il y a plein de solutions faciles à mettre en place. On sait ce qu'il faut faire. C'est pas comme si on était dans une impasse et qu'il fallait inventer des nouvelles choses. On sait ce qu'il faut faire. Voilà, faut être dans la sobriété, faut arrêter de surconsommer. On sait très bien ce qui est néfaste, ce qui ne l'est pas. Il y a plein d'ingénieurs qui ont déjà inventé plein de choses superbes pour être dans une société sobre avec les low-tech. Voilà, on sait qu'il faut moins manger de viande. Il y a plein de choses. Les solutions, elles sont là. Mais les puissants de ce monde mettent des bâtons dans les roues en permanence. Ça me rend en colère. Et puis ça me rend en colère aussi parce qu'au début de ma démarche, justement, quand je disais que je voulais crier sur les toits, mais regardez les problèmes qu'on a, c'est que j'étais convaincue que le problème, c'était qu'on ne savait pas. Et que si tout le monde finissait par ouvrir les yeux, entre guillemets, sur voilà, tout ce qui se passe, eh ben, on serait en mesure de justement passer aux solutions. Et en fait, je me suis rendu compte que non, c'est pas ça le problème. Je veux dire, tout le monde n'est peut-être pas aussi renseigné parce qu'on n'a pas lu sur le sujet en détail, mais encore une fois, les entreprises, les gouvernements savent très bien ce qui se passe depuis très longtemps et ne font rien. Donc c'est pas un problème de ne pas savoir, quoi. Et c'est là que ça m'a rendue en colère, en fait. Même quand on a le problème devant les yeux, parce que là, quand on parle de réchauffement climatique, par exemple, on les a, les inondations, les sécheresses, les canicules, on est en plein dedans. Et on a beau avoir le problème vraiment devant les yeux, il se passe rien de plus, quoi. Gabrielle, quel est ton rapport à la peur aujourd'hui ? J'ai un rapport plutôt bienveillant avec, parce que pour moi, je vois vraiment la peur comme quelque chose de positif, parce que c'est ce qui m'a fait passer à l'action et avoir le courage de changer de voie et de changer de vie. Alors que, comme je disais au début, la peur de l'inconnu, c'est quelque chose d'assez présent, d'assez fort chez moi. Et c'est la première fois de ma vie que je fais un choix aussi risqué. La peur du risque. Je déteste prendre des risques. Ça, c'est peut-être aussi une façon de le formuler. J'ai horreur de prendre des risques. Et c'est la première fois de ma vie que je prends autant de risques. Parce que j'avais quand même un poste en CDI, avec un très bon salaire, avec plein d'avantages. Tout allait bien, quoi. Voilà. Et j'ai décidé de quitter ce CDI pour me mettre à mon compte. Aujourd'hui, je gagne pas du tout ma vie avec ce que je fais. Alors, parce que c'est le début, j'espère que je vais réussir à gagner ma vie. Mais c'est quand même très risqué. Et j'ai quand même décidé de le faire parce que je me suis rendu compte que c'était trop important, en fait, et que mes valeurs et mon éco-anxiété, justement, étaient beaucoup plus importants à soigner que cette peur du risque, cette peur de l'inconnu. Donc, du coup, j'ai un rapport à la peur qui est bienveillant, et je remercie mes peurs, en fait, parce que c'est ce qui me fait avoir du courage. C'est un peu paradoxal,
mais c'est parce que j'ai des peurs que je me sens courageuse en fait. Oui. Mais c'est complètement ça, hein, la peur, quand on la regarde, elle nous fait prendre conscience de plein de choses. Donc, en théorie, c'est une grande aide, en fait. Ouais. Mais il faut savoir la regarder, Ouais. effectivement. T'as mentionné le mot soigner. Oui. L'éco-anxiété, tu la verrais comme une maladie ? Pas vraiment, parce que en fait, je dirais plutôt que c'est si on ressent pas d'éco-anxiété qu'on est sûrement malade. Complètement malade. Inconscient, en tout cas. Oui. Égoïste, très certainement. En fait, c'est presque un remède, en fait, l'éco-anxiété. C'est vraiment, encore une fois, la pilule de Matrix. C'est le remède de ressentir de l'éco-anxiété. Parce que comme ça, on réalise et on se dit, il faut faire quelque chose. Après, un de mes projets, j'espère, ce que j'aimerais faire à long terme avec mon entreprise, qui s'appelle d'ailleurs Éco-Résilience, pour aller peut-être à l'encontre de l'éco-anxiété, c'est justement de traiter cette éco-anxiété, notamment chez les plus jeunes. Parce que pour moi, il y a une grande injustice justement par rapport aux jeunes générations qui, je pense, sont celles qui ressentent l'éco-anxiété le plus fortement. Parce que non seulement elles sont beaucoup plus conscientes que les plus anciennes générations de ce qui arrive, de ce qui leur arrive. Et pour le coup, elles n'ont rien demandé puisqu'elles viennent d'arriver. Et je pense qu'il y a un grand sentiment d'impuissance de la part des jeunes générations. Et du coup, l'éco-anxiété, elle est forcément là. Et j'ai très envie j'aimerais que ma contribution, dans un plus ou moins long terme, ce soit de travailler sur cette éco-anxiété des jeunes et pouvoir justement la réduire par le passage à l'action et par le développement de la résilience. Et justement de les accompagner dans le développement de leur résilience et leur montrer qu'on peut vivre dans un monde, je sais pas, sans énergie, sans pétrole, avec moins de ressources, mais tout en étant, tout en étant heureux et qu'il y a plein de solutions. Et en fait, j'aimerais bien développer un peu comme des activités extrascolaires où on apprendrait aux jeunes à jardiner, à faire pousser ses légumes, à bricoler pour aussi faire les choses par soi-même et pas avoir besoin d'acheter tout le temps des choses dans les magasins ou bricoler, faire soi-même. Si on n'est pas résilient, c'est parce qu'on ne sait plus rien faire de nos mains et qu'on a seulement, en tout cas en France, développé l'intelligence de la tête et pas l'intelligence du corps et l'intelligence du cœur. Et du coup, on est dans le cérébral tout le temps, qui est utile, je dis pas le contraire, mais par contre, c'est pas la seule intelligence, quoi. Bien sûr. Donc, quand on sait pas faire pousser ses légumes, y a de quoi être éco-anxieux, parce qu'on se dit, le jour où on n'a plus rien à manger, si on sait pas faire son petit potager chez nous, on va crever de faim, alors. Voilà. C'est très optimiste, ça. J'ai fait quelques lectures pour préparer cet épisode. J'ai lu des contenus quand même qui sont assez forts. Des jeunes, par exemple, qui disent qu'ils se sentent trahis, en fait, par leurs parents, leurs grands-parents, qui auraient un peu trop abusé, quelque part. Et c'est eux qui subissent les conséquences de leurs excès. Qu'est-ce que tu pourrais conseiller à des auditrices et des auditeurs qui eux-mêmes souffrent d'éco-anxiété ou plus généralement qui sont soucieux en fait de la dégradation de l'environnement et du réchauffement climatique? J'aurais 2 conseils. Le premier, c'est de s'entourer et de se rendre compte qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui sont dans le même état qu'eux. Parce qu'au départ, quand j'ai commencé à ressentir de l'éco-anxiété, je me sentais totalement alien. Parce que dans mon entourage, c'était pas le cas. En fait, les gens autour de moi n'avaient pas eu ce déclic écologique. Et du coup, j'étais vraiment là, surtout au travail d'ailleurs, ce qui a peut-être aussi joué dans ma reconversion. Mais j'étais vraiment l'énergumène. C'est qui celle-là avec ces trucs bizarres
Qu'est-ce qu'elle nous dit qu'il y a des problèmes de réchauffement climatique, comment ça, il ne faut pas acheter le dernier iPhone, n'importe quoi. Enfin, je me sentais vraiment dans un monde complètement à part et toute seule, en fait. Et en fait, très vite, je me suis rendu compte qu'en me mettant dans des associations et justement en commençant à m'engager, en faisant des activités bénévoles, qu'en fait, non, j'étais loin d'être toute seule à ressentir ça et avoir envie de passer à une autre façon de vivre. Et ça m'a apaisée déjà. Donc mon premier conseil, c'est voilà, de s'entourer, pas forcément de délaisser les gens, les amis ou l'entourage qu'on avait avant, mais en tout cas de ne pas hésiter à se créer un nouveau réseau et un nouveau entourage pour pouvoir discuter de ces sujets-là, sinon on se sent vraiment seul. Et mon deuxième conseil, qui est quand même assez lié en fait, c'est justement de faire du bénévolat et de s'engager dans des associations. Moi avant, j'avais jamais fait de bénévolat de ma vie. Et vraiment, ça m'a ouvert des horizons. Et puis, ça fait du bien, en fait, de se sentir utile. Comment vas-tu aujourd'hui, Gabrielle? Aujourd'hui, je vais bien. Parce que j'ai réussi à écouter mes vrais besoins. Justement, grâce à mes peurs. Et du coup, ça me rend vraiment heureuse. C'est peut-être un peu fort, mais en tout cas, bien, je me sens bien dans mes baskets. Ouais, bien dans tes baskets, en accord avec tes valeurs aussi. C'est hyper important. T'as des projets pour les mois qui viennent? Donc, développer mon activité. Pour l'instant, j'anime principalement des fresques du climat et des fresques du numérique. Parce qu'avant, je travaillais du coup dans le numérique, donc ça faisait sens aussi d'aller sur cet atelier. La fresque du climat, c'est un atelier ludique et pédagogique qui dure 3 heures et qui permet de comprendre les tenants et les aboutissants du réchauffement climatique. D'accord. Voilà, donc ça permet de... Parce que quand on parle de réchauffement climatique, finalement, on ne sait pas trop ce qu'on met derrière. On va dire, ok, il fait plus chaud qu'avant, mais en fait, c'est un peu plus complexe que ça. Oui. Et donc, c'est un atelier qui est basé sur le rapport du GIEC et qui, en fait, explique tout ce qui est dans le rapport du GIEC, mais de manière bien plus simple voilà, et plus courte. Donc voilà, c'est un atelier qui permet vraiment de comprendre ce que c'est le réchauffement climatique. Et du coup, à tout type de public. À tout type de public, et qui du coup aussi permet derrière de commencer à réfléchir à des solutions aussi bien individuelles que collectives à mettre en place pour lutter contre le réchauffement climatique. D'accord. Magnifique projet en tout cas, très, très belle cause, tellement essentielle. Ouais. Pour terminer, alors on a bu un petit thé tout à l'heure et je viens de me rappeler que c'était là. Ils ont un petit adage qui est quand même qui est un peu comme les fortune cookies, tu sais. Ah oui. Voilà, c'est d'un plus haut niveau que Carambar. Donc je serais curieuse, il est là ton sachet. Ah oui. Je te l'ai laissé. Je serais curieuse de voir sur quoi tu es tombée. Alors moi, c'est le pardon est un acte fait en conscience. Waouh. Ça t'évoque quelque chose? Est-ce que tu pourrais pardonner, par exemple, tous ces gens, tous ces puissants qui font du mal à la planète et donc qui mettent sérieusement notre avenir en danger? Non, je pense pas que je pourrais leur pardonner. Je pourrais leur pardonner si ils changeaient de cap en fait et qu'ils se disaient ok, on est conscient de ce qu'on a fait et maintenant on fait machine arrière et on essaye de faire les choses mieux. Là, je voudrais bien leur pardonner, mais peut-être que ça me fait plutôt penser à mon fils, encore une fois, qui j'espère me pardonnera quand il sera plus grand de ce que j'ai pu mal faire au début et justement parce qu'au moins j'ai changé de cap à un moment dans ma vie. Toujours quand même cette culpabilité. Ah ouais. C'est aussi la culpabilité d'être né dans un pays riche qui a pu aussi exploiter ses ressources, être dans l'abondance, ce qui n'est pas le cas partout en fait dans le monde. Et du coup, pour moi aussi, c'était presque un devoir. Parce qu'il y a plein de gens qui m'ont dit autour de moi, mais t'es folle, t'avais un bon poste, t'étais bien payée, pourquoi tu fais ça? Il y a même des gens qui m'ont dit, oui, mais toi, tu peux te le permettre de faire ça, parce que t'as de l'argent de côté, donc ça va, tu peux te permettre de faire ça. C'est pas un sacrifice. Et en fait, pour moi, non, je le vois plutôt comme un devoir.
Ouais. Parce qu'il y a des personnes qui n'ont pas le choix. Nous, on a le choix de continuer de vivre dans l'ignorance, enfin pas l'ignorance, le déni, et de continuer à exploiter les ressources et les humains, hein, parce qu'on exploite quand même aussi les autres pays pour ces ressources-là. Pour moi, c'est un devoir de ne pas rester là-dedans, parce qu'en effet, j'ai les moyens de le faire, en fait. Et ça, c'est aussi ma culpabilité qui me pousse à passer à l'acte, quoi. Est-ce que tu penses que tu pourras, toi, te pardonner, finalement? Bah oui, j'espère, oui. Alors, c'est très marrant parce qu'on n'avait pas du tout le même thé, mais moi aussi, j'ai quelque chose sur le pardon. D'accord. Alors, accordez votre pardon à tout ce qui est négatif dans votre vie et libérez-vous. Voilà. Je vais méditer là-dessus le reste de la soirée. Merci beaucoup, Gabrielle, d'être passée dans Anti-Héroïne. J'espère qu'on restera en contact et bravo pour tout ce que tu fais pour la planète, pour ton fils et surtout pour toi. Parce que quelque part, il n'y a rien de mieux que de vivre en conformité avec ses valeurs et ce qu'on aime. Et c'est comme ça qu'on s'épanouit. Voilà. Merci à toi. C'est comme ça qu'on fait du bien aux autres. Merci, Gabrielle. Merci à toi. Ce qui m'a particulièrement frappée dans le témoignage de Gabrielle, c'est ce sentiment de responsabilité envers les générations futures et la culpabilité qu'elle ressent à tous les niveaux. Je me dis que comme souvent, ce sont les personnes les plus consciencieuses et les plus exemplaires qui sont aussi les plus exigeantes avec elles-mêmes, jusqu'à en souffrir. Il faut relativiser, oui. Se pardonner. Et si possible, faire de cette anxiété anticipatoire une énergie renouvelable au service de la communauté des vivants. Merci pour votre écoute et à bientôt dans Anti-Héroïne.